Chapitre 4. La dame du château. Lunette était en si bons termes avec sa dame qu'elle pouvait aborder tous les sujets avec elle, car elle était sa suivante et sa confidente. Pourquoi aurait-elle hésité à réconforter Lodine et à la conseiller suivant ses intérêts? La première fois qu'elle la vit en tête-à-tête, elle lui parla ainsi. « Dame, je suis surprise de vous voir agir de manière insensée. Croyez-vous retrouver votre époux en vous lamentant de la sorte? Non, mais je voudrais être morte de chagrin. Et pourquoi? Pour rejoindre mon mari, le noble Esclador. Le rejoindre? Dieu vous en garde! Priez-le plutôt de vous rendre un époux de même vaillance. C'est impossible, il n'en existe pas d'aussi vaillant. Si, bien sûr, et je vous le prouverai. Tais-toi, va-t'en. Jamais je ne trouverai un tel homme. Mais si, dame, si vous y consentez. Mais dites-moi maintenant, sans vous vexer, qui protégera votre domaine quand le roi Arthur viendra à la fontaine? Vous avez appris qu'il y sera dans une semaine. Il vous faut à présent prendre une décision pour défendre votre fontaine. Et vous n'arrêtez pas de pleurer. Il n'y a pas de temps à perdre, car les chevaliers d'ici ne valent pas plus qu'une chambrière. Pas un ne prendra l'écu ou la lance pour combattre. Ils sont très forts en parole, mais aucun ne tiendra tête au chevalier du roi Arthur, qui pourra s'emparer de toutes vos terres. Lodine savait que sa suivante avait raison. Mais comme toutes les femmes, elle était entêtée. Elle préférait refuser un avis judicieux plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. « Va-t'en, et ne m'en parle plus jamais. Ton bavardage m'exaspère. » Voilà qui est parfait. On voit bien que vous êtes une femme. Les sages conseils ne font que vous irriter. Elle la laissa seule, et Lodine se mit à réfléchir. Elle comprit qu'elle avait eu tort. Elle aurait dû lui faire dire comment il était possible de trouver un chevalier supérieur à son mari. Elle voudrait bien que Lunette le lui dise, mais elle le lui a défendu. Cette pensée l'occupa jusqu'au retour de la jeune fille. Sans tenir compte de son interdiction, la demoiselle reprit immédiatement. « Est-il bien raisonnable de vous détruire ainsi? Pour l'amour de Dieu, renoncez à un chagrin aussi excessif. Une dame de votre rang doit se contrôler. Pensez-vous que toute prouesse soit morte avec votre mari? Il y a bien par le monde 100 chevaliers qui valent autant que lui. C'est un pur mensonge. Pourrais-tu m'en citer un seul? Vous m'en voudriez trop. Ce serait encore colère et menace. Je n'en ferai rien, je t'assure, mais j'ai l'impression que tu me tends un piège. Je vais donc vous le dire en espérant qu'il n'en sorte que du bien pour vous. Vous allez me trouver insolente, mais je prends le risque. À votre avis, quand deux chevaliers se sont affrontés dans un combat singulier, lequel est le meilleur? Le vaincu ou le vainqueur? Pour ma part, je donne le prix au vainqueur. Le chevalier qui a poursuivi votre mari jusque dans ce château devait donc être plus vaillant que lui. Voilà la pire folie que j'ai jamais entendue. Fuis, fille écervelée et odieuse, et ne reviens plus devant moi pour dire de pareilles sottises. Je savais bien, madame, que mes propos ne vous plairaient pas, mais vous n'avez pas tenu votre promesse de ne pas vous fâcher. Quant à moi, j'ai perdu une bonne occasion de me taire. Elle retourna donc s'occuper d'Yvain, qui se morfondait dans sa chambre, malheureux de ne pas voir la dame. Il ignorait tout de ce que la demoiselle était en train de machiner pour lui. La nuit arriva, mais la dame ne dormait pas. Elle était en proie à de grands tourments. Elle se faisait beaucoup de soucis pour la défense de sa fontaine, et elle commençait à regretter d'avoir blâmé et maltraité sa suivante. Elle était sûre en effet que Lunette n'avait agi que par affection pour elle. C'était une amie loyale et fidèle, et elle ne lui aurait jamais donné un mauvais conseil. La jeune fille était intervenue dans son intérêt à elle, et elle avait eu tort de ne pas l'écouter. Voilà changé l'état d'esprit de la dame. Celui qu'elle haïssait, elle l'imaginait maintenant comparaissant devant elle. Elle l'accuserait d'abord. « Est-ce bien toi qui as tué mon époux ?» Il ne pourrait le nier. Je vous l'accorde. Et elle? Et pour quelle raison? L'as-tu fait par haine pour moi? As-tu voulu me nuire? Et il s'en défendrait. Que je meure si j'ai voulu vous faire du mal. Elle pourrait conclure. Tu n'as donc aucun tort envers moi, envers lui non plus, car il t'aurait tué s'il l'avait pu. Elle était sûre d'avoir statué en toute justice, selon le droit et la raison. Au matin, l'esprit encore échauffé du débat de la nuit, elle avait hâte de revoir sa suivante. Celle-ci, sans le savoir, avait gagné sa cause. C'est alors que Lunette revint pour recommencer son discours où elle l'avait laissé. Mais la dame était toute honteuse de l'avoir rudoyée et injuriée. Elle eut l'intelligence de s'excuser. « Pardonne-moi les paroles insultantes et blessantes que j'ai eu la folie de te dire hier.
Je suis prête à écouter tes avis. Dis-moi, si tu le sais, ce chevalier dont tu m'as parlé, quel homme est-il? Quel est son lignage? S'il est d'un rang digne du mien, je l'épouserai et ferai de lui le seigneur de ma terre, mais à condition que personne ne sache qu'il a tué mon époux. Au nom de Dieu, madame, il en sera ainsi. Vous aurez le mari le plus noble, le plus généreux, le plus beau qu'on puisse rêver. Quel est son nom? Monseigneur Yvain. Par ma foi, sa famille est d'une haute noblesse. C'est le fils du roi Urien. Sans aucun doute. Et quand pourrons-nous la voir? D'ici 5 jours, je pense. C'est bien trop long, qu'il vienne ce soir ou demain. Ma foi, madame, il lui faudrait être pour cela un oiseau. Laissez-moi le temps d'envoyer un message à la cour d'Arthur pour qu'il le ramène. Vous l'aurez dans 3 jours au plus tard. Entre-temps, convoquez vos barons et demandez leur conseil au sujet du roi Arthur et de la fontaine. Pas un ne se prononcera pour la défendre. Vous pourrez alors dire à bon droit que vous êtes obligé de vous marier, qu'un chevalier très renommé prétend votre main, et que vous n'osez rien faire sans leur approbation. Ils sont tellement lâches qu'ils se jetteront à vos pieds pour que vous acceptiez ce mariage. Par ma foi, ce projet correspond exactement à ce que j'envisageais. Dépêche-toi maintenant, ne tarde pas. Arrange-toi pour retrouver ce chevalier. Et Lunette fit semblant d'envoyer chercher Yvain à la cour. Pendant ce temps, elle prit soin de lui. Chaque jour, il prit un bain, sa tête fut lavée et peignée. Elle prépara pour lui une cotte d'écarlate vermeille toute neuve, fourrée de petits gris. Elle lui procura tout ce qui était nécessaire à son élégance. Une broche d'or avec des pierres précieuses pour fermer son col, une belle ceinture ouvragée et une aumônière de brocart. Elle fit alors annoncer à Laudine que le messager était arrivé. « Et monseigneur Yvain, sera-t-il bientôt là ?»« Il est déjà ici. »« Qu'il entre donc vite, mais discrètement. Ne laisse personne d'autre pénétrer ici. » La demoiselle revint vers son hôte, mais elle eut soin de ne point laisser paraître sur son visage la joie qui l'habitait. Elle lui fit croire que sa dame avait découvert qu'il avait été hébergé au château. « Madame a tout appris et m'a beaucoup blâmée. Elle m'a cependant garanti que je pouvais vous conduire à elle sans qu'on vous fasse du mal. Elle n'en veut pas à votre vie, mais elle désire vous retenir captif. Je l'accepte volontiers, car je veux être son prisonnier. Vous le serez, je puis vous l'assurer. Ne vous inquiétez pas cependant, la prison qui vous attend ne sera pas trop pénible. » La demoiselle l'inquiétait et le rassurait tout à la fois, en parlant un mot couvert de la prison où il serait mis. Il ne savait pas ce qu'était la prison de l'amour. Aimer, c'est être captif. Lunette emmena par la main monseigneur Yvain dans un lieu où il allait être fort apprécié. Mais lui craignait d'être mal accueilli, et avec quelques raisons. Ils trouvèrent la dame assise sur un lit recouvert d'une couverture vermeille. Elle ne disait pas un mot, et Yvain s'effraya, pensant être tombé dans un piège. Il resta debout, à l'écart, et finalement la demoiselle dut prendre la parole. « Que je sois 1000 fois maudite pour avoir emmené devant une belle dame un chevalier qui reste paralysé et muet, incapable de l'aborder. » Elle le tira alors vers le poignet. « Avancez donc, chevalier, et n'ayez pas peur que madame vous morde. Demandez-lui plutôt pardon et réconciliation pour qu'elle accepte d'oublier la mort d'Esclador le Roux, qui fut son époux. » Aussitôt, monseigneur Yvain joignit les mains et se mit à genoux devant la dame. « Dame, j'implore de tout mon cœur votre grâce. Vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Je vous en serai reconnaissant. Et si je vous tue? Dame, grand merci, c'est tout ce que vous m'entendrez dire. Voilà une réponse incroyable. Vous vous mettez entièrement en mon pouvoir? Oui, une force me pousse à me soumettre à votre volonté. Vous pouvez m'ordonner ce que vous voudrez. Je ferai n'importe quoi pour réparer la mort que j'ai causée. Dites-moi donc, et vous serez quitte de toute réparation. Si vous avez commis une faute envers moi, en tuant mon mari. Dame, ayez pitié. Quand votre époux m'a attaqué, ai-je eu tort de me défendre? Si celui qui se défend tue son agresseur, dites-moi s'il est coupable. Pas du tout, en bonne justice. Je crois de plus qu'il ne servira à rien de vous faire tuer. Je vous pardonne donc de tous les torts que vous avez pu avoir envers moi. Mais je voudrais bien savoir d'où vient cette force qui vous commande de consentir entièrement à mes volontés. Asseyez-vous et racontez-moi d'où vous vient cette soumission. Dame, elle vient de mon cœur. Et comment ce cœur a-t-il été touché, cher ami? Par l'image que mes yeux ont contemplée. Et qu'ont-ils contemplé ces yeux? Dame,
ils ont contemplé votre beauté. Et la beauté, quel tort a-t-elle eu dans l'affaire? Son seul tort a été de me faire aimer. Aimer? Et qui? Vous, ma chère dame. Vraiment? Et de quelle manière? D'un amour tel que je ne peux penser qu'à vous, que je me donne entièrement à vous, et que pour vous je veux vivre et mourir. Et oseriez-vous d'entreprendre de défendre pour moi ma fontaine? Assurément, et contre n'importe quel adversaire. Eh bien, sachez-le, la paix est faite. C'est ainsi que leur accord fut conclu. La dame avait auparavant réuni le conseil de ses barons. Elle mit y vint au courant de ses projets. Rendons-nous dans la salle où se trouvent mes hommes. Ils m'ont recommandé, à cause de la nécessité de défendre la fontaine, de prendre rapidement un mari. Je vous accepte donc pour époux, car je ne dois pas refuser un vaillant défenseur, et qui plus est, un fils de roi. La demoiselle voyait réaliser tous ses vœux, et Yvain était comblé. La dame le conduisit dans la salle où les chevaliers furent saisis d'admiration devant la noble allure d'Yvain. Tous se levèrent pour lui faire honneur. Ils murmuraient entre eux. « Voici celui que notre dame va prendre pour époux. Assurément, c'est un bon choix, car il semble de haute naissance. » La dame donna la parole à son sénéchal, qui exposa la situation. « Seigneur, la guerre est à nos portes. Le roi Arthur va venir sous peu dévaster nos terres. Le pays sera livré au pillage si nous ne trouvons pas un hardi défenseur. Il y a 6 ans, Notre-Dame a choisi, sur votre conseil, Esclador le Roux. Il a gouverné le pays comme il convenait. Maintenant, le voici enterré. C'est grand dommage qu'il ait si peu vécu. À présent, il faut faire face. Une femme ne peut porter l'écu ni manier la lance, mais elle peut sauver la situation en prenant un bon époux. C'est ce dont nous avons besoin, si nous voulons maintenir la belle coutume de ce château. Soyez donc de bons conseils. » Tous s'accordèrent à trouver ces paroles pleines de bon sens. Ils la supplièrent donc à genoux. Elle n'avait pas besoin d'être suppliée, car c'était sa volonté, et à elle qui serait Elle n'avait pas besoin d'être suppliée, car c'était sa volonté à elle qui se réalisait ici. Mais elle était assez intelligente pour paraître exaucer leurs prières et accorder comme un regret ce qu'elle aurait fait de toute façon, même si on le lui avait interdit. « Seigneur, puisque c'est votre bon plaisir, voici à côté de moi un chevalier qui m'a beaucoup sollicité et recherché en mariage. Il veut se mettre à mon service et je l'en remercie. Jamais encore je ne l'avais rencontré, mais sa réputation est grande. Sachez que c'est un homme de haute naissance. C'est le fils du roi Urien. Il n'est pas seulement de haut lignage, c'est un chevalier vaillant et courtois. Il ne serait pas sage de les refuser. C'est monseigneur Yvain qui demande ma main. »« Vous avez sagement parlé, répondirent-ils. Il faut conclure ces noces aujourd'hui même. » Elle avait réussi à obtenir leur accord unanime. On la pressait de faire ce qu'elle aurait fait de toute façon, car son cœur l'y poussait. Mais elle voulait le faire avec l'approbation de tous, comme il convenait à une dame de haut rang. On fit alors venir le chapelain, et Laudine prit pour époux monseigneur Yvain, en présence de tous ses barons. C'est ainsi qu'il épousa la dame de Landuc, fille du duc de Laudulay. Les noces furent célébrées le jour même, avec un luxe incroyable et dans l'allégresse générale. Voici monseigneur Yvain, maître du château. Le mort était oublié, et son meurtrier avait épousé sa femme. Tout le monde était ravi de ce nouveau seigneur, auquel il trouvait toutes les qualités. Les festivités durèrent jusqu'à la fête de la Saint-Jean, jour où l'on attendait la venue du roi Arthur.